Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue avec le cours numéro 3, avec une révision du projet numéro 2, intitulé « Élaborer un dépliant en faveur de vivre ensemble en paix ». D'abord, on va voir comme plan de travail, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un dépliant. On va, pour réaliser ce dépliant, à la fin de ce projet, on va réaliser un dépliant. Alors, pour cette échéance, on va passer par deux séquences. Une première intitulée « Vivre en harmonie » et la deuxième qui s'intitule « Non à la violence ». Bien, essayons de parler un petit peu de ce projet. Élaborer un dépliant en faveur de vivre ensemble en paix. Alors, vous avez à la fin de ce projet à présenter un dépliant qui a pour titre « La journée internationale de la paix », proclamant le 16 mai de chaque année, le 16 mai comme une journée mondiale de la paix. Alors, l'élève est appelé à la fin de ce projet-là à rédiger, un paragraphe, à rédiger un dialogue plus exactement. Et le titre, sur quel sujet? Sur l'importance de vivre ensemble en paix. Alors, c'est très important de vivre en paix. Quand on vit en paix, c'est qu'il y a de la sérénité, il y a de la tranquillité. C'est ce qu'on cherche. On ne peut pas vivre dans une société là où il y a des problèmes, des soucis. Alors, quand on veut vivre dans la paix, il faut être tolérant. Qu'est-ce que c'est que tolérant? On cherche la tolérance, c'est-à-dire l'acceptation de l'autre. Il faut être dans la même société, il faut être solidaire avec les autres. Donc, on cherche la solidarité. Bien sûr aussi, quand on vit dans la même société, il y a des personnes qui vivent avec nous qui ne sont pas forcément pareilles à nous. Donc, il faut éviter le racisme qui n'est pas en faveur de la paix. Donc, la finalité de ce projet-là, c'est réaliser un dépliant qui parle de la paix, qui parle de la tolérance, qui parle de la solidarité, qui parle du non-racisme. Et c'est ce que vous allez réaliser, ce que vous avez déjà réalisé avec votre professeur. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un dépliant? Alors, un dépliant est un support de communication écrit sur papier. C'est un papier. Là, on véhicule des communications. On essaye de donner des informations sur la paix, sur la tolérance, sur le non-racisme, la solidarité. Alors, ce papier-là est plié. Et ce papier est plié en 2 à 3 volets. Et c'est des plis simples. Pliés en plis simples en 2 à 3 volets. Là où on va écrire ou bien on va imprimer des textes, des explications, des définitions. On va coller des images qui symbolisent la paix, qui symbolisent la tolérance. La colombe, par exemple, on va coller une image sur la colombe. On va trouver aussi une image sur 2 personnes qui sont de couleurs différentes pour dire que là, on défend le non-racisme. On n'est pas d'accord avec le racisme. La solidarité des personnes qui viennent aider des personnes qui ont besoin d'aide. C'est des personnes nécessiteuses. Donc, pour tout cela, c'est des éléments qu'on peut ajouter à un dépliant pour le réaliser. Alors, pour réaliser ou bien pour présenter un dépliant qui proclame la journée internationale de la paix, c'est-à-dire en faveur de la paix, de la tolérance, de la solidarité et du non-racisme. Bien, pour tout cela, pour réaliser tout ce travail-là, on va commencer par la séquence 1. Qui s'intitule sous le titre de « Vivre en harmonie ». Alors, pour vivre en harmonie, pour
être en harmonie dans une société, il faut qu'il y ait une paix. Hein. Il faut accepter l'autre pour vivre dans une harmonie. Il ne faut pas qu'il y ait du racisme, il ne faut pas qu'il y ait de la haine, il faut qu'il y ait au contraire de l'amour et de la fraternité entre les personnes qui vivent dans la même société. Alors qu'est-ce qu'on cherche à partir de cette séquence? C'est de sensibiliser les jeunes. Hein, sensibiliser les jeunes collégiens sur l'importance de la tolérance, sur l'importance de l'acceptation de l'autre, malgré toutes leurs différences, différences de race, de peau, de nationalité et même de langage. Hein. Dans la même société, on peut trouver des gens qui n'ont pas la même couleur que nous, qui ne parlent pas de la même manière, qui n'ont pas la même race que nous, qui sont d'autres nationalités. Mais il faut les accepter. Pourquoi? Parce qu'on forme la même société, parce qu'on vit dans la même société. Qu'est-ce qu'on cherche aussi? À inciter les jeunes à être solidaires avec des personnes qui ont besoin d'aide. Et c'est là où vient le rôle des associations. Là, on encourage beaucoup de jeunes à participer à des associations, hein, des associations qui cherchent à aider les pauvres, dont leur rôle est d'aider les pauvres, les nécessiteux, les réfugiés. Hein. En Algérie, ici, il y a des réfugiés africains, il y a des réfugiés syriens. Hein. Et parmi les textes que vous avez étudiés avec vos professeurs, il y a le texte sur les réfugiés, le texte sonore sur les réfugiés africains. Et c'était l'initiative du Croissant Rouge algérien envers les réfugiés africains à Alger. Et il y avait un autre support aussi, le timbre que vous voyez sur votre écran. C'est un timbre qui a été imprimé pour célébrer la journée internationale de la paix. Pour cette leçon-là, vous avez essayé de parler de ce timbre et comment il a été conçu et de quoi se compose ce timbre-là. Alors, il a été imprimé à l'occasion de cette journée, la journée internationale. Hein. C'est une journée mondiale pour vivre ensemble en paix, qui est célébrée le 16 mai. Et on va parler un petit peu des éléments qui composent ce timbre-là. Alors, chaque élément de ce timbre a une signification. Regardez le premier, ce qu'on remarque, le premier élément, c'est au centre de cette image-là, de ce timbre, il y a le chiffre 16. Hein, le chiffre 16 qui signifie le 16 du mois de mai. Au centre, au milieu du numéro 6, il y a le globe terrestre. Hein. C'est le globe la signification du globe, que là c'est une journée mondiale, pas seulement nationale, mais c'est une journée mondiale qui est célébrée dans le monde entier. Hein. La paix est proclamée dans le monde entier. La colombe maintenant, la colombe qui symbolise la paix. Hein. La colombe, quand on veut symboliser, quand on veut donner une signification à la paix par un dessin, on peut dessiner la colombe. Et c'est ce que vous pouvez dessiner ou bien ajouter sur vos dépliants. Maintenant, remarquez, il y a des personnages. Vous voyez, des personnages en couleur. Le bleu, le mauve, le rouge, le vert, le jaune, etc. Alors, c'est des personnages de différentes couleurs pour dire que là, ensemble, malgré notre différence, on forme une société. On vit dans le même monde. On est sur la Terre. On vit sur cette Terre, sur ce globe terrestre, sur ce pays ou bien sur cette région. Donc, malgré notre différence, on forme une société. Maintenant, plus encore, ces personnes-là se tiennent la main, qui symbolise quoi? Que ces personnes-là sont solidaires. Maintenant, on termine par remarquer qu'il y a une carte géographique de l'Algérie.
Alors là, pourquoi l'Algérie? Parce que c'est l'initiative de l'Algérie. C'est une personne, un personnage algérien qui s'appelle Khaled Bentounes qui a revendiqué cette initiative de la journée mondiale de la paix. Maintenant, l'humanité construit son avenir l'un avec l'autre et pas seulement seul. Donc, tous ensemble pour construire son avenir. Maintenant, vous avez encore vu dans le texte de compréhension de l'écrit, sous le titre Le racisme. Alors là, vous remarquez, si vous ouvrez votre texte, votre manuel sur la page 70, si je me rappelle bien, alors c'est un texte dialogué. Hein, c'est un dialogue, contrairement aux autres textes que vous avez vus pendant le projet numéro 1. Alors dans le texte dialogué, dans le dialogue, il n'y a pas qu'une seule personne qui parle, mais il y a deux intervenants, hein, il y a deux interlocuteurs. Alors, je vais vous rappeler un petit peu de quoi se parle ce texte-là. Alors, il y a un petit garçon qui est noir, un nègre, comme préfèrent le dire les Blancs, dans le passé, bien sûr, plus maintenant. Enfin, pas dans notre pays. Alors, un petit garçon noir qui vend des journaux. Hein, donc, c'est un petit garçon noir pauvre qui a besoin de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc, une famille pauvre, donc il travaille pour aider sa famille pauvre. Il vend des journaux. Et là, il y a un vieil homme noir aussi qui vient parler au petit garçon pour lui expliquer que ces journaux-là qu'il vend publient des articles, hein, qui défendent les Blancs ou bien qui sont contre les Noirs, ou bien qui encouragent le racisme. Donc là, le vieillard, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de convaincre le petit garçon à ne plus vendre ces journaux-là. Bien, alors, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner d'abord une thèse et il va défendre cette thèse par des arguments dans la suite, comme je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors, je vais juste vous rappeler sur la thèse défendue par le vieil homme. Les Blancs étaient cruels envers les Noirs. Ça, c'est la thèse défendue par le vieil homme. Maintenant, les arguments qu'il avait utilisés pour justifier cette thèse, alors il a dit les Blancs tuent les Noirs. Bien sûr, beaucoup de Noirs ont été tués par les Blancs. Les Blancs empêchent les Noirs de voter et d'obtenir de bonnes places dans la société. Alors, comment sont organisés tous ces éléments dans un dialogue? Alors, le dialogue se compose de deux parties essentielles. La première partie, ou bien deux passages. Le premier passage, c'est le passage narratif. C'est là où l'auteur présente sa thèse et il expose ensuite le thème et la thèse. Alors, il présente le thème et puis il expose sa thèse. Alors, c'est là où le vieil homme a exposé, a donné sa thèse. C'était dans le passage narratif. Maintenant, il y a la deuxième partie du dialogue, c'est le passage dialogué, c'est le passage argumenté. Bien sûr, comme le mot l'indique, c'est là où il y a le dialogue, c'est là où on trouve les arguments. Si on vous pose la question et vous avez un dialogue, relève du texte les arguments, vous allez chercher où? Dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans le dialogue. Et dans la première partie, c'est-à-dire le passage narratif, là, je trouve le thème et je trouve la thèse. Je crois que vous avez compris. Bien, alors là, les arguments avancés par le vieillard, on les trouve dans le passage dialogué, c'est-à-dire dans le dialogue, dans l'échange de paroles entre le vieil homme et le petit garçon. Alors là, il y a un échange de paroles pour arriver à la fin, à convaincre son interlocuteur avec des explications à visée argumentative. Alors, pour arriver à un terrain d'entente, c'est-à-dire à convaincre ou ne pas le convaincre sur la thèse exposée dans le passage narratif. Alors, ou bien arriver à convaincre, ou bien arriver à
trouver des justifications valables pour que l'interlocuteur soit convaincu sur la thèse présentée dans le passage narratif ou ne pas arriver à une solution. Bien. Maintenant, dans le dialogue, on utilise des verbes de parole. Et ces verbes de parole sont utilisés dans le discours direct et le discours indirect. Maintenant, quelle est la différence entre le discours direct et le discours indirect? C'est la ponctuation qui peut nous dire de quel discours on parle. Alors, quand c'est le discours indirect, il y a une ponctuation. Dans le discours indirect, on n'y trouve pas. Alors, quelle est la ponctuation qui caractérise le discours direct? Alors, il y a 3 ponctuations essentielles. Alors, regardez, on va enchaîner tout ça. Il y a le point pour marquer la fin d'une phrase, mais le plus important dans le dialogue, on trouve les 2 points. Vous voyez, les 2 points, elles sont toutes contentes. Alors, pourquoi les 2 points? C'est pour introduire une prise de parole. Toujours après le verbe de parole, je mets les 2 points. Et après, je trouve le tiret. Pourquoi le tiret? Qui indique le changement de personne, de locuteur. Quand il y a une personne qui parle et elle termine de parler, maintenant il y a le rôle ou bien le tour du deuxième locuteur et c'est là où on marque le changement de personne par un tiret pour dire que là ce n'est pas la même personne, là c'est une autre personne qui parle. Alors indique le changement de locuteur. Et puis la dernière marque ou bien le signe de ponctuation qui vient indiquer ce que c'est le discours direct, ce sont les guillemets. Les guillemets qui encadrent les paroles. C'est pour encadrer les paroles. Bien. Alors, pour le discours indirect, il n'y a pas toute cette ponctuation. Le discours indirect est dépourvu de ponctuation. Alors, pour le discours direct ou indirect, on a dit on trouve les verbes de parole. Et ces verbes de parole peuvent être placés aux 3 places, aux 3 endroits différents. Ou bien au début, ou bien au milieu, ou bien à la fin. Alors, quand c'est au début, on trouve le sujet, et après le verbe de parole, et après les 2 points. Et là, il y a les paroles encadrées avec des guillemets. Par exemple, elle s'exclame « Oh, je suis contre le racisme ». Au milieu, je commence par une partie des paroles, je mets le verbe de parole au milieu d'abord, après le sujet, et je termine par le reste des paroles. J'ouvre les guillemets. « Oh » s'exclame-t-elle, « je suis contre le racisme ». Ou bien à la fin, je mets les paroles, je les encadre par des guillemets et je ferme les guillemets et je termine par le verbe de parole et le sujet. « Oh, je suis contre le racisme » s'exclame-t-elle. On peut distinguer, on a dit, du discours direct au discours indirect juste avec la ponctuation. Alors, quel est le rapport utilisé dans cette séquence-là? Vous avez vu le rapport de but. Alors, dans le rapport de but, on a la proposition subordonnée de but qui est utilisée pour exprimer un objectif. Alors, ou bien c'est un objectif que je cherche à atteindre, ou bien un objectif que je cherche à éviter. Alors, le verbe, ou bien si on veut donner un exemple sur un objectif à atteindre, je dis « je révise mes leçons pour que je réussisse ». Pour que je réussisse, c'est une proposition subordonnée de but. Et là, c'est un but que je veux atteindre, que je veux y arriver à ce but-là. Je veux le réaliser. Maintenant, on ne cherche pas toujours à avoir ce but-là, à atteindre ce but-là. On cherche à éviter. Par exemple, je dis « je prends mon manteau », bien je mets mon manteau de crainte que j'attrape un froid. Je mets mon manteau de crainte que j'attrape un froid. De crainte que j'attrape un froid, là c'est une proposition subordonnée de but.
hein, mais le but ici, c'est éviter. On ne cherche pas à à attraper un froid, mais éviter d'attraper un froid. Donc là, c'est un but à éviter. Maintenant, le verbe de la subordonnée de but est conjugué à ou bien au mode subjonctif. Hein, au mode subjonctif. Pourquoi le mode subjonctif ici? Parce que quand on emploie le rapport de but, c'est juste une intention. On a dit c'est un but que je veux atteindre. Il n'est pas encore atteint. Hein, c'est juste une intention. Alors, pour une intention, c'est une action qui est incertaine. C'est une action incertaine. Et une action incertaine est employée au mode subjonctif, j'ai dit, au mode subjonctif. Et on verra ça, on verra quelques conjugaisons, comment je reconnais ou bien comment je conjugue un verbe en mode subjonctif. Le sujet est toujours précédé de que. Toujours avant le sujet, il y a que je réussis, que je réussisse, hein, que je réussisse, deux S-E, pourquoi? Parce que c'est un verbe du deuxième groupe. Que tu réussisses, deux S-E-S. Qu'il réussisse, vous avez remarqué toujours il y a le que, qu'il réussisse, deux S-E. Que nous réussissions, deux S-I-O-N-S. Que vous réussissiez, I-2-S-E-Z. Et qu'ils réussissent, I-2-S-E-N-T. Bien, ça c'est pour la conjugaison. Maintenant, à la fin de cette séquence, vous allez rédiger un dialogue dans lequel vous allez insister sur l'importance de l'acceptation de l'autre. Pourquoi on doit accepter l'autre avec toutes ces différences pour vivre en harmonie, pour vivre dans la paix avec les autres, on forme la même société. Donc on doit s'accepter quoi que l'autre est différent de nous. Bien, ça c'est pour la séquence numéro 1. Maintenant, on enchaîne avec la séquence 2 intitulée Non à la violence. Comme son nom l'indique, la violence est beaucoup présente dans notre société. Hein. La violence est présente dans les maisons, dans les foyers, dans la rue, dans le travail, hein, au travail, dans les stades. Hein. Alors, pourquoi? Quelle est la finalité de cette séquence? C'est de sensibiliser les autres sur la violence à l'égard des femmes. Hein. Quand je dis la violence, il y a beaucoup de femmes qui sont battues, qui sont violentées. Alors, la violence entre les femmes à l'égard des femmes, la violence à l'égard des enfants, hein, et la violence dans les stades, étant donné que les stades attirent beaucoup de jeunes et les jeunes ont tendance à être violents dans les stades. Maintenant, regardez ici, quand on veut sensibiliser, on cherche à éviter bien sûr cette violence. Regardez sur cette première image, dans notre société, il y a différentes formes de violence. Hein, dans les foyers entre le mari et sa femme. Hein, voyez cette femme qui est battue peut-être par son mari ou bien son frère. Hein, et regardez les cicatrices ou bien les signes, les traces de la violence sur son visage. Regardez comment elle est effrayée. La femme est effrayée. Donc, la violence, ça peut laisser des traces physiques comme ça peut laisser des traces émotionnelles. Alors, la violence peut être présente dans les foyers, j'ai dit entre la femme et son mari, entre les parents, c'est-à-dire la violence à l'égard des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont battus aussi par leurs parents, par leurs grands frères, leurs grandes sœurs, par d'autres personnes à l'école, par exemple par leurs camarades, dans la rue aussi, hein, dans les commerces, dans les écoles, entre les élèves, entre le professeur et les élèves, dans les stades, entre les supporters, entre les joueurs. Alors, pour étudier, pour voir ce texte ou bien tout ce sujet-là,
Vous avez vu en premier support la violence dans les stades. Hein. Vous avez vu une vidéo sur la violence qui a été signalée dans le stade de l'Égypte entre les deux clubs, El Masri et El Ahli, là où il y avait des émeutes et la partie s'est arrêtée et la conséquence de cette violence a eu beaucoup de blessés et beaucoup aussi de victimes. Vous voyez que la violence peut laisser beaucoup de victimes, que ce soit des morts ou des blessés. Maintenant, il y a aussi la violence contre les femmes. Ce que vous avez vu dans la séquence, pardon, dans un autre support. Alors, la violence contre les femmes est une pandémie, et ce n'est pas une pandémie locale, mais c'est une pandémie mondiale, que ce soit dans le cercle privé ou dans le cercle public. Alors, le mot violence, c'est un mot qui signifie, qui désigne tout un acte de violence dirigé contre la femme et qui cause de la souffrance. Que cette souffrance, elle peut être physique, hein, comme la privation de liberté dans la vie publique ou privée de la part des personnes qui l'entourent, que ce soit des proches, de sa famille, de son travail ou dans la rue. Alors tout ça, ça peut laisser de la souffrance physique ou de la souffrance, on a dit, émotionnelle, psychique. Pour traiter tous ces sujets-là, on fait un débat. Alors on a dit pour la séquence 1, vous rédigez un dialogue. Mais là, pour la séquence 2, c'est un débat. Vous allez rapporter un débat qui a été là où on implique plusieurs personnes. Alors, quand c'est un dialogue qui se passe entre deux locuteurs, mais dans un débat, il y a plusieurs intervenants. Alors, ces intervenants-là vont discuter, vont parler sur un sujet. Alors, bien sûr, ici, le sujet, on va se baser sur le sujet de la violence, que ce soit à l'égard des femmes, à l'égard des enfants, à l'égard des personnes qui se rencontrent lors d'un match, etc. Alors, pour rapporter, comment j'écris un débat? Comment rapporter un débat qui a été débattu ou bien qui a été vu? Alors, on va décomposer ce débat en 4 parties. De quoi se compose le texte? En 4 parties. La première partie, l'entête. Alors, l'entête, qu'est-ce qu'on trouve dans l'entête? Qu'est-ce qu'on écrit dans l'entête? C'est la première partie du débat, là où vous écrivez votre nom et votre prénom. Vous écrivez la date du débat. Vous écrivez les noms des participants, c'est-à-dire ceux qui ont participé à ce débat. Vous donnez aussi le sujet du débat. On parle de quoi dans ce débat? On parle de la violence. La violence contre qui? Contre les femmes, contre les enfants. D'accord. Maintenant, la deuxième partie, l'introduction. C'est là où on va présenter le thème et bien sûr proposer une thèse. Une thèse pour la défendre par la suite dans le reste de ce débat. Et là, on propose une thèse et là, on laisse les intervenants, chacun des intervenants va donner son avis. Ils vont donner des arguments pour ou bien poursuivre cette thèse, qui sont d'accord avec cette thèse, ou bien ils sont contre cette thèse. Alors, dans le développement, qu'est-ce qu'on va faire? On va rapporter tout le débat dans un ordre chronologique tout en étant objectif. Alors, dans le développement, c'est la partie la plus importante dans un débat. Alors, ce qui est important, c'est de rapporter, c'est d'écrire, de répéter tout le débat dans un ordre chronologique. On peut reformuler les paroles, on peut les reformuler, c'est-à-dire les dire avec d'autres mots, mais
sans changer l'idée générale de l'intervenant. C'est-à-dire, il faut être objectif. Alors, les interlocuteurs, c'est-à-dire les personnes qui assistent, qui participent au débat, on peut changer avec d'autres mots, mais pas changer l'idée. Hein. C'est-à-dire qu'il faut rapporter objectivement les paroles. Bien sûr, ici, dans cette partie du développement, on insiste sur les arguments. Hein, pour dire que là, on est contre ou bien on est pour. Mais il faut donner des arguments et des exemples pour bien illustrer son argument. Pour la conclusion, qu'est-ce qu'on essaye de faire ou bien qu'est-ce qu'on écrit dans la conclusion? C'est la dernière partie. C'est la partie dans laquelle on écrit si les intervenants se sont séparés en étant d'accord ou pas sur la thèse défendue. Est-ce qu'ils se sont séparés pour dire que là, la thèse défendue dans l'introduction est juste pour chacun d'eux ou bien non. Donc, il faut qu'ils sortent, qu'ils terminent ce débat. Il faut bien définir ça dans votre rapport pour dire que là, chacun d'eux, est-ce qu'il est d'accord, est-ce qu'il n'est pas d'accord. Pour terminer ce débat-là, vous marquez l'heure du débat, de la fin de ce débat. Toujours l'heure à la fin du débat. Pour dire au début, on a donné la date et à la fin, on donne l'heure de la fin du débat. Bien, pour rédiger ou bien rapporter un débat, on utilise généralement le discours direct ou le discours indirect. Généralement, c'est le discours indirect, mais aussi le discours indirect. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochains cours. Alors attendez-moi dans un cours là où on va bien expliquer comment je transforme une phrase du discours direct au discours indirect s'il y a un changement de temps, c'est-à-dire une concordance des temps entre le discours direct et indirect. Dans l'attente du prochain cours, je vous dis au revoir et aux prochaines séances, Inch'Allah. Au revoir.